Bonjour, bienvenue à la chaîne de SwissGuard. Aujourd'hui, nous allons recevoir Philippe Letellier Martel de la chaîne YouTube Action Vitale et nous allons répondre au top 5 des questions sur l'avortement. Donc, Philippe, bonjour. Bonjour Nicolas, j'espère que ça va bien. Oui, ça va très bien, merci. Je voulais savoir, est-ce que tu peux te présenter pour l'audience, pour ceux qui n'ont pas la chance comme moi de te connaître personnellement? Qui es-tu? Tu as quel âge? À quoi te dédies-tu? Et qu'est-ce qui a fait en sorte que tu démarres cet apostat-là qu'est Action Vitale? Moi je m'appelle Philippe, j'ai 20 ans. Ça fait quelques années que je suis impliqué dans le mouvement Pro-Vie, pas juste à travers Action Vitale. En réalité, Action Vitale, un projet un peu téméraire que j'ai parti à l'âge de 17 ans avec Quand des même. amis j'avais juste commencé à imprimer des dépliants qui essayaient d'éduquer les gens un peu sur ce sujet-là qui a toujours été très important pour moi. Euh, À Aussitôt 17 ans, que j'ai appris qu'est-ce que c'était, c'est devenu quelque chose qui était très important pour moi. Et puis ça a juste commencé dans les rues de Montréal, juste avoir des OK. discussions avec des inconnus. Et puis tranquillement, ça a évolué. J'ai commencé à avoir des contacts avec CCBR, Canadian Center for Bioethical Reform, qui est un organisme pan-canadien. Et sinon, Action Vitale, c'est de plus en plus devenu un peu un projet personnel et médiatique. On essaie de communiquer, de faire des capsules qui sont éducatives et édifiantes sur l'actualité, notamment l'actualité québécoise. Si vous allez regarder la chaîne Action Vitale, c'est sur une variété de sujets. On commence beaucoup à se diversifier, mais vraiment, un des sujets qui nous tient énormément à cœur, c'est l'avortement et OK. le combat pour la vie, Je peux la te dignité. confirmer qu'à 17 ans, moi aussi, j'allais dans la rue rencontrer des inconnus, mais c'était peut-être pas pour les mêmes raisons. Donc, c'est bon que tu aies pris ce chemin-là. Donc, on va commencer tout de suite les 5 questions les plus épineuses sur l'avortement. On a fait ça vague un peu pour que tout le monde puisse en avoir à sa sauce dans le titre. Mais évidemment, au fil des questions, vous allez comprendre que nous, on défend la vie des êtres humains. Donc, on va commencer tout de suite avec la première question. Euh, Philippe, est-ce que le fœtus dans le ventre de sa mère, dans le ventre de la mère, est-ce que c'est un être humain? Oui ou non? Alors, si on se fie sur une science, sur une discipline qui s'appelle la biologie, oui, absolument, sans Science qui presque est aucun doute. totalement détestée par la gauche, hein? Euh, si on se fie sur toutes les données auxquelles on a accès, c'est très clair que dès la conception, au moment où un spermatozoïde et une ovule s'unissent, il y a un nouvel organisme humain qui apparaît. Comment on sait ça? Vous savez, souvent, on qualifie l'embryon et l'enfant à naître au tout début de son développement comme quasiment juste l'équivalent d'un spermatozoïde ou juste comme une cellule reproductive. Comme on entend les On gens, parle ça comme si c'était juste. Ouais. comme on entend les gens super intelligents sur les réseaux sociaux, le classique, oui, mais on a avalé ton frère ou des trucs assez à l'encontre de la biologie de base. On se dit, mais est-ce que ce sont des enfants de maternelle qui n'ont jamais grandi? Mais Non, bon, c'est ça. C'est un spermatozoïde et une ovule. Ce sont des cellules reproductives. Et ce qu'il y a de particulier avec les cellules reproductives dans le corps humain, c'est que c'est, si je ne me trompe pas, chez tous les mammifères, les seules cellules qui sont haploïdes. C'est-à-dire qu'elles n'ont qu'un seul jeu complet de chromosomes, tandis que toutes les autres cellules du corps humain sont diploïdes, c'est-à-dire elles ont deux jeux complets de chromosomes. Qu'est-ce qui arrive au moment de la conception? Euh, le spermatozoïde qui a un jeu complet de chromosomes, qui est haploïde, et l'ovule qui a son autre jeu complet de chromosomes, donc qui est haploïde également, s'unissent et forment un être qui est diploïde, un être vivant qui est diploïde, qui a un code génétique humain complet et qui commence son développement pile au moment où
Donc, ils euh, sont un la ADN conception arrive. complet. D'ailleurs, on voit justement, tu sais, en Chine, aux États-Unis, et peu importe, c'est comme un nouveau sport national. On détermine tout de suite, dès le plus jeune âge du fœtus, en fait, quelles vont être la couleur de leurs yeux, de ses yeux, quelles vont être Oui, sa taille, ses cheveux, etc. Et on veut jouer avec ça. Fait en fait, par cette même existence de cette pratique-là, par la même existence de cette pratique-là, en fait, on démontre que c'est pleinement un être humain à la plus petite forme de sa croissance, mais c'est un être humain quand même. Donc, c'est ça. C'est un 100%. peu une petite hypocrisie, mais bon. 100%, c'est au moment de la conception, étant donné qu'il y a un code génétique qui est complètement, qui est complètement formé, alors tout le reste de la vie de l'enfant est déjà au moins partiellement déterminé par ce moment crucial-là qui est la conception. Donc, Ouais, c'est puis incroyable ça, quand même, hein. évidemment, on en parle à chaque fois que quelqu'un devient, une personne, une femme devient enceinte, on veut tout de suite en apprendre le plus possible Ben, c'est ça. sur l'enfant. Mais c'est ça, comme tu as très raison de dire, c'est une hypocrisie parce que on dirait que une question qui est biologique, elle finit Qui par est être strictement la plus déterminée basique, en fait. elle finit par juste être déterminée sur quelque chose de plus subjectif, c'est-à-dire est-ce que je veux l'enfant ou est-ce que je ne le veux pas? Ouais, c'est ça. Euh, Ben, je pense que la position pro-vie quant à cette question-là est tellement rationnelle et la position pro-avortement sur cette question-là est tellement irrationnelle que ça en devient risible. C'est comme un homme qui se met une jupe et qui dit qu'il est une femme. On s'excuse, t'es sûrement une excellente personne et puis bon, on t'aime beaucoup, mais on sait très bien ce qu'il y a en dessous de ta jupe, hein. C'est pas ce que tu essaies de faire croire. Mais c'est la même chose pour la femme enceinte. Je veux dire, un enfant de 3 ans voit bien quand le ventre de sa mère grandit, il voit bien qu'il y a quelque chose qui est une vie humaine. Et on s'y attache à cette vie humaine, on veut l'entendre, tu sais, la mère développe des hormones tout de suite de protection aussi, de tout ça, tu sais, de faire attention à elle-même justement pour protéger la vie de son enfant. Je veux dire, c'est tellement évident qu'il y a une vie humaine dans le ventre de la mère enceinte que ceux qui le nient, ça en devient tellement risible. Mais comme les gens sont ancrés dans les sentiments et non dans ce que dit réellement le consensus scientifique sérieux, ben, ça fait que les positions sont encore comme ouvertes au débat, si on veut, alors que ça ne devrait pas l'être. C'est un être humain dès sa conception, point barre. Je veux dire, c'est ça, c'est ça. C'est comme vous savez, dans plein de choses, mais bon. tu sais, dans toute l'expérience que j'ai eue à discuter avec des inconnus dans la rue sur l'avortement, quelque chose que je me suis rendu compte, c'est à quel point beaucoup de gens sont agnostiques sur le sujet. Ouais, C'est-à-dire, je leur demande cette question biologique-là, quand est-ce que commence la vie humaine? Et c'est très courant qu'on va dire qu'on on ne sait pas ou c'est un peu quelque chose de flou. Euh, et en fait, un argument que je pourrais offrir, c'est devant l'incertitude, pourquoi opter pour l'option qui potentiellement pourrait tuer une vie? Donc, par exemple, si vous n'êtes pas éduqué, si vous n'êtes pas entièrement connaissant de toutes les ramifications de la question biologique de quand est-ce que commence la vie humaine, euh, ça me semble assez imprudent d'être en faveur de l'avortement si peut-être qu'il y a une vie humaine pour tout ce que vous savez, ouais. dans la mesure que de votre connaissance, peut-être qu'il y a une vie humaine. Donc c'est comme si je fais sauter un bâtiment où je suis juste 50% sûr qu'il y a quelqu'un dedans, ce serait pas quelque chose qui est prudent de ma part ou acceptable. Ah, tout à fait. Donc, euh, même si vous n'êtes pas, je pense que c'est vraiment ça la position de base, c'est dire s'il y a même la chance d'avoir une vie humaine, alors on ne devrait pas euh, potentiellement violemment y mettre fin à travers Ou au l'avortement. moins s'informer un peu plus sur le sujet. Pour moi, Oui. c'est la base avant de faire quelque chose d'aussi grave, aussi sérieux qu'un avortement. Même les gens qui sont pro-avortement, la plupart, la quasi-totalité des pro-avortements ne sont pas méchants. Je veux dire, c'est pas de Non, mauvaise pas du tout. volonté. C'est juste des gens mal informés
qui n'ont pas les ressources ou peu importe, mais ces gens-là savent très bien que c'est quelque chose d'important, en fait. C'est quelque chose de grave, ce qui se passe. Et puis, il y en a beaucoup qui disent, oui, tu sais, puis ils vont même écrire des poèmes sur leur enfant avorté après, tu sais, en pensant qu'ils ont fait le bon choix. Après ça, ils se lamentent un peu, mais ils savent qu'il y a quelque chose d'important. Alors, pourquoi prendre cette décision-là à la légère? Tu sais, c'est toujours à réfléchir. Mais bon, je pense que la base de la question était répondue. Maintenant, J'aimerais peut-être ajouter quelque chose ouais, vas-y, sur cette vas-y. question-là. Tu sais, on dit, je vous ai sorti certains faits par rapport à la cellule qui est haploïde, la cellule reproductive haploïde versus le zygote pleinement humain diploïde. Ça, c'est pas quelque chose qui est une opinion personnelle que je vous sors. C'est vraiment le consensus scientifique des biologistes. Et vous savez, il y a cette étude-là de l'Université de Chicago qui est sortie relativement récemment. Je ne sais pas si c'est l'année passée, il y a 2 ans, ou peut-être un peu plus, mais essentiellement, on interrogeait des milliers de biologistes à travers différentes universités. Euh, oui, excuse-moi, ça a coupé. C'est bon, c'est bon. Ah, parfait. Euh, Est-ce que tu veux que je reprenne? Non, non, vas-y, vas-y. OK, parfait. C'est ça, c'est une étude qui a été faite relativement récemment par l'Université de Chicago et par un professeur de l'Université de Chicago, pour être plus exact. Et des milliers de biologistes à travers le monde, à travers les différentes universités des, des pays, ont été interrogés sur cette question-là. Et c'est comme 95% d'entre eux sont d'accord avec l'affirmation selon laquelle, biologiquement, sur le plan scientifique, la vie humaine, ça commence à la conception, quand le processus que je vous décris se produit. Et fait euh, encore plus décisif, c'est que euh, dans la même étude, on leur avait demandé leurs opinions politiques. Et la vaste majorité d'entre eux étaient de gauche, étaient pro-avortement, n'étaient pas du tout la droite religieuse qui essaie de pousser un agenda. Donc, s'il y a un biais Ah, chez les médecins, c'est scientifique, pas ça qui est bon, hein, cette position-là. s'il y a un biais de la communauté scientifique sur la question de l'avortement, c'est clairement en faveur Ah, de tout à fait. l'avortement. Et pourtant, le fait selon lequel la vie humaine commence à la conception, ce qui est très, très incommode pour la position pro-avortement, ce fait-là continue d'être reconnu dans la communauté Ouais. scientifique. Maintenant, on va passer à la deuxième question. Disons que la personne concède, d'accord, c'est un être humain, hein, c'est pas un dauphin en devenir, c'est pas un macaque, c'est un être humain dès sa conception. La deuxième question, qu'est-ce qu'on fait dans les cas de viol, de malformation ou de danger pour la mère? Qu'est-ce qu'on fait, premièrement, dans les cas de viol? Qu'est-ce qu'on fait avec cet enfant-là? Ben, qu'est-ce qu'on fait avec ce Ouais. bébé-là ou zygote ou fœtus, peu importe comment vous voulez l'appeler, ce qui est dans le ventre de sa mère, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Mais d'abord, je pense qu'il faut absolument reconnaître l'horreur que constitue ce crime-là. Et je pense que souvent on fait la grave erreur euh, dans la culture populaire d'associer la culture populaire ou dans le camp pro-choix, d'associer la position pro-vie à comme être en faveur du viol ou minimiser la gravité du viol. Je pense que c'est une question qui est extrêmement difficile et qui mérite énormément de, comment dire, de réserve quand on se prononce là-dessus. Ben, ou de prudence et de considération pour, par exemple, si vous avez une discussion avec quelqu'un qui est en faveur de l'avortement et qui sort cet argument-là, cet exemple-là, je pense qu'il faut d'abord et avant tout juste euh, faire preuve d'empathie. Parce qu'on ne sait jamais qu'est-ce que les gens traversent. Ah On ne oui, sait non, ça jamais doit pas être pour quelle facile, c'est raison la sûr. personne a posé cette question-là. Et ça, c'est une leçon que j'ai apprise dans toute mon expérience à travers l'activisme. On ne sait jamais qu'est-ce que les gens traversent dans leur vie Ouais, tout à personnelle, fait. qu'est-ce qui leur a poussé à poser cette question-là. Ouais. Ah, c'est Maintenant, comme. ceci étant dit, ouais, Euh, non, pour moi, c'est comme quelqu'un
je sais pas, un homme, par exemple, un père de famille de trois quatre enfants, puis tu sais, il en arrache un peu au travail, a perdu son emploi, est endetté, sa femme le laisse, puis tu sais, il veut mettre fin à ses jours, tu sais. Je pense qu'une approche amicale, tu sais, c'est la première chose à faire, justement, pour que la personne ne claque pas la porte, puis ne fasse pas quelque chose qui serait dommageable pour tout le monde alentour de lui, puis lui-même aussi, tu sais. Je pense que si on n'est pas ami avec cette personne-là en premier, avant d'essayer tu sais, de réparer quelque chose ou d'empêcher quelque chose d'arriver, tu sais, ça ne marchera pas, là. On peut pas juste convaincre la personne en partant, non, fais pas ça ou fais ça. C'est parce que, attends, il y a une personne en arrière de tout ça, puis tu dois la Ouais. connaître. Tu sais, je pense que non, non, tout à fait. Maintenant, si on a cette approche-là, qu'est-ce qu'on lui dit à cette personne-là? Vous savez, je pense que tout le monde est capable de reconnaître l'horreur du viol, mais pourtant, personne ne pense que être victime de viol, de ce crime horrible qu'est le viol, personne pense que ça, c'est un justificatif pour soi-même commettre une autre injustice. Une Ok, injustice, c'est jamais euh, quelque chose qui va absoudre une autre injustice. Même si on était pour avoir un calcul utilitariste, tuer l'enfant, parce que c'est ça malheureusement qu'est l'acte de ouais. l'avortement, ça ne va jamais effacer les conséquences psychologiques ou ça va jamais changer le passé. Ça va jamais faire en sorte que l'acte horrible du viol ne s'est pas produit. Tout ce que tu dis, en fond, Et c'est que ouais. même si la femme choisit d'avorter, l'enfant issu du viol, ça va rien régler quant à la souffrance, douleur, etc. Puis c'est pas la solution, c'est ça? Ben, imagine cette analogie-là qu'on utilisait souvent quand on voulait avoir ce genre de discussion difficile sur l'avortement. C'est celle c'est une histoire, c'est celle d'une femme qui est malheureusement victime de ce crime horrible qu'est le viol, qui tombe enceinte après ça, qui décide initialement de garder l'enfant. C'est des choses qui arrivent. Parfois, certaines femmes, malheureusement, se font violer, mais décident de garder l'enfant et de ne pas avoir recours à l'avortement. Mais imaginez que 9 mois plus tard, quand elle donne naissance à l'enfant et que pour la première fois, elle regarde son enfant dans ses yeux, elle reconnaît un trait du violeur, un trait physique du violeur. Et après ça, elle décide de tuer son enfant qui vient de naître, de le démembrer, de cacher son corps, à cause de cette réponse au traumatisme qu'elle a ressenti. Maintenant, je- je- avec toutes les dizaines ou les centaines de personnes à qui j'ai posé cette question-là, nommément, est-ce que la décision que la femme a prise de tuer son bébé qui vient de naître, est-ce que c'était moralement acceptable? Personne, personne, pas aucun pro-choix m'a dit que c'était moralement acceptable de faire ça. Pourquoi? Et là, soudainement, n'importe qui va être en mesure de formuler encore mieux que moi l'argument que j'essayais de proposer tout à l'heure, qui est que l'enfant est innocent des crimes de son père. Ah, L'enfant, c'est une personne distincte, avec ses propres droits, sa propre dignité, qui et l'horreur que son père a commise, ça devrait juste justifier une punition envers lui. Ça ne devrait pas justifier une punition envers un innocent qui n'a jamais rien commis de tel. tu C'est vois, c'est- c'est- c'est ça, c'est comme c'est tellement. Je pense que juste formulé comme ça, si vraiment on pense que toutes les vies humaines ont la même valeur et qu'on accepte la réalité biologique que la vie commence à la conception, je pense que n'importe qui va comprendre très clairement qu'est-ce qu'on est en train de dire. tu vois, je pense que la personne qui va écoper le plus dans ce cas-là, ça va être la femme. Parce que si la femme commet un acte qui va à l'encontre de la vertu, ben, c'est elle qui va
se lamenter après. C'est elle qui va souffrir. Je donne un exemple. Disons que j'ai une dispute avec un de mes collègues pour tu sais, que ce soit une niaiserie ou quelque chose de gros. Et puis je décide de couper les ponts, de dire, ah, je ne lui parlerai plus. Puis à chaque fois que je le vois, il me croise, il me dit salut, je lui réponds pas, puis je m'en vais. Ben, je vais souffrir probablement beaucoup plus que l'autre personne. Parce que je fais un acte qui va à l'encontre de la vertu et donc qui déforme mon humanité, qui me rend moins apte à aimer. Donc, il y a Florence Malenfant, si je me souviens bien, elle avait fait un petit vidéo témoignage au magazine Le Verbe. Ça m'avait vraiment touché ce qu'elle avait dit parce qu'elle a dit son enfant souffrait de handicap. Puis il y a des gens qui lui avaient dit, si je me souviens bien, hein, pourquoi t'as pas avorté si tu savais qu'il y avait une infirmité grave? Et puis la femme, avec une excessivement grande sagesse, elle a répondu, mais en fait, c'est que tout le monde, on a un handicap. Certains ont un bras plus long que l'autre, d'autres vont avoir une insuffisance rénale, d'autres vont avoir un peu de dyslexie quand ils vont parler. Et puis elle a dit, elle a conclu en disant, et il y en a que leur handicap, c'est qu'ils ont juste jamais appris à aimer. Puis ça, j'ai trouvé ça vraiment beau parce que c'est vrai. On peut voir des femmes qui ont un enfant qui a 2 ans et puis elles l'aiment toujours pas. Et pourtant, c'est la chose la plus magnifique qu'il n'y a pas au monde. Et, et, et pourtant, à cause que selon elle, l'enfant est un poids dans sa vie pour ses propres projets, ses voyages ou son luxe ou peu importe, eh bien, elle se fait du tort à elle-même parce qu'elle n'apprend pas à aimer et pourtant elle serait pleinement heureuse si elle portait sa croix et qu'elle la prenait avec allégresse. Et là, elle serait pleinement humaine, elle serait main dans la vertu, et puis elle trouverait son bonheur. Moi, je pense que les femmes héroïques, de vertu héroïque, qui donnent naissance à un enfant issu du viol, elles aiment 20 fois plus que les autres. Et elles sont hyper heureuses parce qu'elles ont fait le bon choix d'aller à l'encontre, d'aller à l'encontre d'une mauvaise passion, puis de répondre par la vertu. Et elles portent leur croix avec merveille. Tout le monde va avoir des choses plus demandante que les autres. Un père de famille de 7 enfants va devoir en donner plus qu'un qui a 3 enfants, peu importe. Mais lui, il va aimer beaucoup plus, en fait. Et ça, je m'en rends compte moi-même en étant père, c'est que plus on s'efface, plus on dit non, je dois faire ce qui est bien dans la vertu, je dois suivre la vertu. C'est là où on apprend à être pleinement humain. C'est là où on est joyeux, en fait. Alors, cette femme-là qui fait ce choix difficile, je le conviens, du pardon, de la charité, du sens du devoir, elle va être beaucoup plus heureuse que l'autre qui va rester avec un sentiment de rancœur ou peu importe, et je vais tout détruire ce qui me fait penser à toi, inclure mon enfant. Mais elle sera jamais heureuse, en fait. C'est ça. J'ai une nièce qui, malheureusement, a avorté. Et puis, c'était même pas dans des conditions comme ça. Et puis, elle s'est tellement lamentée après. Elle s'en est voulu pendant longtemps. Elle a même commencé un petit apostolat avec des filles alentour d'elle. Tu sais, elle dit, je vais pas vous convaincre de rien, mais je veux te partager mon expérience pour pas que tu souffres comme moi. Tu sais. Alors, c'est ça. Tu sais, on demande un peu plus de vertu à ces femmes-là. Mais si ces femmes-là suivent la vertu, l'embrassent pleinement, elles vont être excessivement heureuses, beaucoup plus que les autres qui n'auront pas eu à exercer ces vertus-là à ce niveau-là. C'est comme ça pour moi. OK, maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec euh, les bébés qui souffrent d'une malformation dans le ventre de leur mère? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? J'ai répondu pas mal à la question. Ouais, ouais, je pense C'est que c'est assez lié, en fait. c'est assez lié, c'est que On pourrait rajouter, ça par revient contre, tout la à la. souffrance de l'enfant ou peu importe. Tu sais. Ben, je pense que vraiment l'histoire que je vous ai, qui arrive malheureusement véritablement, mais l'analogie que je vous ai offerte tantôt, je pense que ça permet vraiment, c'est un peu la clé pour comprendre un peu toutes les situations difficiles. C'est, il faut 100% reconnaître la légitimité du problème que la femme et l'enfant traversent. Mais euh, est-ce que ce problème-là justifie le fait de commettre un meurtre? C'est vraiment ça le cœur du problème. Donc, par exemple, on parle on parle des cas de malformation des enfants, et ça arrive, et c'est vrai qu'il faut donner probablement plus de support aux femmes qui traversent ces situations-là, aux enfants
qui sont dans ces conditions-là. Je crois que personne pourtant va être d'accord pour dire qu'il faudrait euthanasier les enfants Malade. déjeunés et handicapés. Ben, Je pense que, ça à moins que vous commence, là, mais tu vouliez, sais, ceux qui sont des avocats de cette position-là, ce sont des psychopathes finis, là. ben, à moins de vraiment avoir un déni profond de la dignité humaine qui a fondé notre civilisation, comme certains philosophes ultra-utilitaristes comme Peter Singer ou d'autres, à moins de vraiment avoir ce rejet fondamental-là de la dignité de la vie humaine. Je crois que personne, ou très peu de pro-choix à qui j'ai parlé vont être d'accord avec le fait d'euthanasier des vies innocentes à cause qu'elles sont juste moins Ouais. capables que nous, moins valides que nous sur le plan physique. Je pense que OK. c'est vraiment... Et si on ne le ferait pas à des enfants en dehors du ventre de leur mère, pourquoi est-ce qu'on le ferait on le ferait aux mêmes enfants pour les mêmes raisons, le même acte, mais juste quelques mois, quelques années plus tôt. Ben, parce que je l'ai pas vu. Donc, C'est souvent ça. c'est vraiment ça le cœur tu sais, la question qu'on a ces discussions-là sur l'avortement. Et encore une fois, je pense que c'est extrêmement important d'avoir de l'empathie, c'est extrêmement important de reconnaître la validité des problématiques, puis de reconnaître qu'il faut en faire plus pour aider les gens qui sont dans cette situation-là. Mais tout le monde est d'accord que ça ne justifie pas de commettre un meurtre. Alors Mhm. pourquoi est-ce que ce serait si radical de notre part de ne pas croire que ça pourrait justifier un avortement si un avortement, on l'a dit plus tôt, ça consiste à mettre fin à une vie humaine qui a déjà commencé. Ouais, tout à fait. Donc c'est vraiment ça la réponse. Tout Ouais. à fait. Maintenant, la dernière partie de la question, qu'est-ce qu'on fait pour les grossesses problématiques pour la vie de la mère? Hmm. C'est-à-dire Donc, lorsqu'il y a un cas de danger de mort, entre guillemets, pour la femme. oui. Donc d'abord, j'aimerais juste passer un commentaire, une remarque sur cette exception légale qu'il y a dans beaucoup de pays. Euh, Même des pays où l'avortement est pratiquement interdit, il y a toujours cette exception légale. Puis je pense que c'est important de préciser que des fois, on met beaucoup de choses qui sont différentes, qui sont pas du tout la même chose dans la même catégorie. Donc, je vais donner l'exemple au Canada. Entre 1969 et 1988, donc à partir du moment en 1969 où Trudeau père a modifié la loi qui criminalisait l'avortement, euh, jusqu'en 1988 au jugement Morgan Taylor. Pendant ces presque 20 années-là, l'avortement était interdit au Canada, à l'exception des grossesses qui avaient été déclarées comme posant un danger pour la vie ou la santé de la mère. Ouais. En Donc, fait, c'est le meilleur ouais, cas possible dans l'opinion publique pour ouvrir la porte grande ouverte à quelque chose de hideux, en fait. Moi, je pense que si on est un ultra-libéral qui veut détruire la société et puis que l'avortement est toujours mal vu sociétalement et on veut mettre le pied dans la porte, je pense que c'est la meilleure question c'est le possible. meilleur endroit où partir. Ouais, c'est ça. Et tout le temps jouer avec les mots parce que dans le code criminel, dans l'article du code criminel qui a été modifié par Trudeau père, on n'a jamais défini le mot santé. Ouais, c'est ça. Et Oui, donc, c'est très n'importe quoi pouvait stratégique. rentrer dans ça. Donc, même la santé sociale, financière, Ouais, psychologique, c'est ça. ça pouvait rentrer dans ça. Donc, c'est pour ça que je voulais juste faire ce commentaire-là, c'est que des fois, on fait des amalgames dans ce genre de cas-là. Euh, il y a beaucoup de situations qu'on a rentrées dans les dangers pour la santé de la mère qui ne l'étaient pas vraiment. Et c'était juste pour, comme tu viens de le dire, mettre le pied, faire le premier pas vers une libéralisation de l'avortement Ouais. dans différents pays. Mais quand même, on peut pas non plus Comme le ignorer, fameux on ouais, a besoin de main-d'œuvre. Bon, allez vite, on change de question. euh, on peut pas non plus ignorer les vraies situations, les vraies grossesses où la mère est réellement en danger. Uh-huh. Euh, Est-ce que ça existe? Oui, Est-ce ouais. que Ben, ça existe? c'est sûr que ça existe. C'est juste ce cas, juste un cas qui est assez connu, le cas de la grossesse ectopique. Donc ça, Uh-huh.
après la conception, donc on parle déjà d'un enfant qui a commencé à vivre, mais avant l'implantation. Donc c'est quelques jours après la conception, le zygote va aller s'implanter pour devenir un embryon. C'est ça la ligne de démarcation qu'on met entre les deux. OK. Et ce qui se produit, c'est que quand il traverse la trompe de Fallope, pour une raison ou une autre, il arrête sa progression, il est comme bloqué dans la trompe de Fallope, mais il continue de grandir. OK. Et ça, on peut très bien voir comment c'est extrêmement dangereux, tant pour la vie de l'enfant que pour la vie de la mère. Parce que la trompe de Fallope, contrairement à l'utérus, c'est pas fait pour accueillir un enfant de pleine taille. Donc, qu'est-ce qui arrive, c'est que si on n'intervient pas, l'enfant va continuer de grandir et va provoquer une rupture de la trompe de Fallope, un saignement interne, lui-même va mourir, la mère va mourir. OK. Donc, ça, c'est un cas qui est assez connu de danger pour la vie de la mère. Maintenant, la question, c'est qu'est-ce qui est moral? Quelle est la décision morale à faire dans cette situation-là? Et d'abord, il faut commencer par définir c'est quoi un avortement. Un avortement, et dis-moi si tu es d'accord avec cette définition-là, c'est volontairement et directement détruire la vie de l'enfant à naître. Alors, c'est pas mal ça. C'est-à-dire, c'est pas la mort de l'enfant, c'est pas un effet collatéral, c'est pas c'est le but de l'intervention de l'avortement. C'est une intervention chirurgicale qui a pour but la mort de l'enfant. Et il y a un philosophe que je suis sûr que tu apprécies, Thomas d'Aquin, qui, Non, euh, non, qui avait, impossible. qui a formulé ce principe moral-là au Moyen Âge dans la question où il traitait si on avait le droit de se défendre. Euh, ce qu'on reconnaît aujourd'hui comme le principe du double effet. Donc, un acte qui est en soi ni bon ni mauvais peut être préféré à un acte qui est intrinsèquement bon si les conséquences de celui-ci sont plus positives que négatives. Donc là, Uh-huh. c'est un peu abstrait, mais juste vous donner un exemple. Thomas d'Aquin traite de la question de l'autodéfense. Imaginez quelqu'un rentre chez vous et menace votre vie. Euh, Est-ce que vous avez le droit de le tuer? Est-ce que c'est commettre un meurtre que de tuer cette personne-là? Maintenant, la réponse, c'est ça dépend. Si votre intention, c'est de le tuer, indépendamment de votre sécurité à vous, par exemple, j'ai un fusil et je tire une fois le cambrioleur et juste un coup de fusil, c'est suffisant pour le mettre hors d'état de nuire, mais il est encore vivant. Mais après ce premier coup de fusil, je m'approche et je vois qu'il est vulnérable, qu'il n'est plus en état de me nuire et je décide de lui tirer une deuxième balle pour l'achever. Là, j'ai commis un meurtre. Ouais. Donc c'est ça la distinction, c'est Dans prendre les l'intention mesures aussi. nécessaires pour défendre sa vie. Ce n'est pas la même chose que de commettre un meurtre. On pourrait Maintenant, mettre la ouais, distinction, par exemple, entre les Américains qui vivent dans des États où il y a une loi où si un intrus entre chez vous, lorsqu'il ouais, fait noir, on a le droit de le tirer. Et certains abusent de cette loi-là et ouais. achèvent la personne et peu importe. Ils disent, bah, j'étais dans mes droits, peu importe, X, Y, Z. Donc, son intention était clairement de tirer puisque la loi lui le permet et non pas un danger imminent, par exemple, de quelqu'un qui va aller tuer sa fille. Alors, il n'a pas le choix, il le fait à contre-cœur et puis il se lamente après. C'est pas la même intention, en fait, Non, de quelqu'un qui est un peu trigger happy, d'une personne qui fait ce qu'il a à faire, en fait. exact. Et ça tu as tout à fait raison de pointer, c'est un débat qui fait rage aux États-Unis. Mais au Canada, on a plus penché, ironiquement, en théorie, on penche plus du côté de Thomas d'Aquin. Même si dans la pratique, peut-être que c'est pas Ça ne doit toujours pas le cas. arriver souvent dans nos politiques. Mais on penche plus du côté de Thomas d'Aquin. C'est ça, c'est l'intention, la raison proportionnée. Mais pourquoi est-ce que j'aborde ça dans le contexte de l'avortement? C'est que il y a une procédure qui n'est pas un avortement, dans le cas de la grossesse ectopique, Ah, qu'on appelle la salpingectomie. La OK. salpingectomie, c'est quoi? C'est l'ablation de la trompe de Fallope. Qu'est-ce qui arrive? C'est que l'organe de la trompe de Fallope est défectueux et présentement, il menace la vie de la mère. Faire une ablation de cet organe-là,
même si ça ne sera pas en mesure de sauver la vie de l'enfant, ça va au moins sauver la vie de la mère. OK. Donc, bien que ce n'est aucunement dans notre intention de tuer l'enfant, qui malheureusement va mourir dans tous les cas, faire couper l'organe, faire une ablation de l'organe dans lequel il est bloqué, dans le but de sauver la vie de la mère, ça ne constitue pas un avortement. Euh, et donc, euh, c'est ce genre de geste-là, dans des cas de danger pour la vie de la mère, c'est c'est des alternatives à l'avortement qui n'offrent pas encore, à cause de la technologie, l'état actuel de la technologie, des chances satisfaisantes de survie à l'enfant, mais qui sont moralement acceptables parce qu'elles n'ont pas pour but de tuer l'enfant et qu'elles permettent de sauver la vie de la mère. Et Ouais. donc, c'est pour ça que, euh, je sais plus, probablement que tu te souviens mieux de la quantité de, de, de médecins, de docteurs qui ont signé la déclaration de Dublin. Dublin, c'est plus que 1000, là, puis C'est c'était ça, c'était plusieurs champs distincts, là, il y avait des néonatologistes, il y avait des pédiatres, des obstétriciens. C'était vraiment diversifié, là. C'était pas juste quatre pédaleurs qu'on a pris sur le coin de la rue, comme on dit, là. exact. C'est précisément pour cette raison-là qu'ils ont signé cette déclaration de Dublin qui affirme qu'il n'y a aucun cas de grossesse où la vie de la mère est menacée, où l'avortement est médicalement nécessaire. OK. Il n'y a aucun cas, il y a toujours des alternatives, des interventions qui n'offrent pas encore de chances de survie satisfaisante à l'enfant, mais probablement qu'avec la technologie qui avance, on arrive à garder en vie des enfants de plus en plus prématurés. Mais euh, quoi qu'il en soit, Ça c'est arrive pas, c'est en euh, fait. c'est pas la même chose qu'un avortement. C'est pas du tout la même chose, parce que le but d'un avortement, c'est de tuer l'enfant. OK. Donc, c'est un mythe, finalement, en fait, qu'il y a des avortements qui se font directement, intentionnellement, à cause d'un danger de vie imminente de la mère, c'est ça? Mais c'est un mythe que l'avortement, défini comme tel, c'est-à-dire directement, La intentionnellement volonté, ouais, c'est ça. tuer l'enfant, c'est jamais médicalement nécessaire pour sauver la vie de la mère. Ouais. Ça, c'est la réalité reconnue par les médecins, Et pourtant, c'est un argument qui revient à tort et à travers, hein. En fait, c'est ça, oui. c'est de la propagande. Ah, l'horrible propagande. Bon, maintenant, je pense que ça répond assez bien à la question. Maintenant, j'aimerais savoir la troisième question qui revient le plus souvent, la question épineuse qui revient dans le cas de l'avortement, c'est, mais c'est légal. Donc, si c'est légal, ben, je peux le faire. Ou encore mieux, si on fait comme en France, puis on l'amende dans la Constitution. Je veux dire, c'est dans la Constitution, c'est un de mes Oui. droits fondamentaux. Donc, pourquoi je ne le ferais pas, en fait? Je pense que c'est intéressant que tu mentionnes cet argument-là. Je connais beaucoup mieux, je dois t'avouer que je connais beaucoup mieux la situation légale au Canada qu'en France. Donc, je vais surtout m'adresser à ça, mais je pense que le fond de l'argument va aussi être capable de s'appliquer à la France. Est-ce que le fait que quelque chose soit légal, ça le rend juste? Et poussons ça plus loin. Est-ce que tu es vraiment d'accord avec la loi actuelle au Canada? Parce que souvent, les gens ne sont pas au courant de l'étendue, de la radicalité de la situation légale au Canada. Depuis 1988, euh, l'avortement est entièrement décriminalisé au Canada. C'est-à-dire que les juges de la Cour suprême ont considéré que l'avortement, c'était une espèce de corollaire de l'article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés, qui accorde à chaque individu le droit à la vie, c'est ironique, à la liberté et à la sécurité de soi-même. Et donc, Donc, la l'avortement Cour est suprême, ouais, décriminalisé, si je comprends bien, dans tous les cas, c'est ça. dans tous les cas, parce que, en fait, c'était pas directement écrit dans le document juridique, c'est que tout simplement, il y avait l'article, à l'époque, c'est l'article 251 du Code criminel, ouais, l'article 251 du Code criminel, euh,
qui avait été modifié par Trudeau père pour mettre des exceptions dans la vie les dangers de la mer. Et, avec raison, la Cour suprême a vu une incohérence. La Cour suprême a vu une incohérence entre le fait d'interdire euh, l'avortement, mais quand même reconnaître que c'est parfois médicalement nécessaire pour la santé de la mère. Et donc, c'est incohérent de restreindre son accès si vraiment c'est un soin. Et donc, avec tout à fait, justement, je pense que je suis d'accord avec eux sur ce point-là en particulier. L'article 251 sous Trudeau père, tel que modifié par Trudeau père, était incohérent. Le problème, c'est que C'est le point de plutôt vue. que de rectifier la cohérence dans la bonne direction, ils ont rectifié la cohérence dans la mauvaise direction. Et ils ont juste éliminé entièrement l'article 251 du Code criminel. Et depuis ce temps-là, aucun gouvernement fédéral n'a été en mesure de passer une loi qui permettrait l'avortement, qui restreindrait l'avortement un temps soit peu. Parce que même les juges les plus pro-choix, si vous allez lire le document juridique, eux, ils avaient en tête un avortement qui est restreint, mais moins que sous Trudeau. C'est ça qu'ils avaient en tête. Ouais. Et c'est simplement l'échec du Parlement de passer une nouvelle loi qui fait qu'aujourd'hui, au Canada, on est le seul pays au monde où l'avortement est entièrement décriminalisé. Il n'y a aucune restriction. Les avortements peuvent se produire à 9 mois et même après. C'est-à-dire, il y a un arrêt de la Cour suprême qui est sorti en 1980, qui a été fait en 1991. Ça s'appelle La Reine contre Sullivan. Dans cet arrêt-là, une mère qui avait perdu son enfant pendant l'accouchement à cause à cause de négligence criminelle de la part des sages-femmes, n'était pas en mesure de les poursuivre comme les négligences criminelles menant à la mort. OK. Parce que l'enfant, même quand il était en train de naître, c'est-à-dire sa tête était en train de sortir, il n'était pas considéré comme un être humain par la Cour suprême. Quand même, hein? Quand Je vous même. encourage, et si vous ne croyez pas, allez regarder Reine contre Sullivan 1991, en 1991. Selon le code criminel, l'enfant devient humain quand il est complètement sorti de sa mère. Ouais. Et donc, même si sa tête est sortie, même si tout son corps est sorti, tant que si son pied est encore à l'intérieur, ce n'est pas un être humain, ce n'est pas une personne avec un droit à la vie aux yeux de la Cour suprême et du code C'est criminel. spécial, hein? C'est quand même. Donc, si C'est on un peu vient le me même dire, principe. C'est un peu le même principe de la frontière, tu sais, québécoise, si on veut, là. Dès qu'un Somalien débarque sur le sol québécois, la ligne est magique et pouf, il devient québécois. Et c'est réglé, on n'en parle plus. Il peut se mélanger avec la population. C'est un peu le même principe, malheureusement, c'est là. c'est- C'est que c'est tellement incohérent. C'est tellement. Mais c'est une celui qui fait les fiction légale lois. évidente, là. C'est une fiction. Et quand on me dit que la loi, c'est un bon paramètre pour juger de la moralité de l'avortement, alors j'ai juste à vous montrer cet exemple-là de l'arrêt de la Cour suprême. Est-ce que vous allez vraiment prendre la loi canadienne comme l'arbitre de votre moralité sur cette question-là? Ouais. Ben, Vraiment. moi, à ça, je répondrais simplement ça serait légal pour moi d'avoir 4 enfants avec 3 mères différentes et de me remarier au civil ou peu importe. Donc déjà, ça en dit long sur ma personne. Mais au moment de l'accouchement, avec ma troisième, quatrième femme, selon le code civil, parce que je crois qu'un mariage n'est qu'un, mais bon, elle sera en train d'accoucher de jumeaux et je lui tiendrai par la main et je la prendrai par la main et je lui dirai, sais-tu, chérie, ça fait 7 ans que je couche avec ta sœur et je te demande le divorce en ce moment. Et bon, les choses sont à toi et puis je vais te payer une pension alimentaire et je m'en vais. D'après moi, j'espère que j'aurai une horde de femmes en furie, de féministes en furie qui chercheraient à me tabasser. Et je pourrais leur dire, oui, mais c'est légal. Je pense que tu as raison à dire que Ça serait légal, ça ne veut aussi pas dire quelque chose de flamboyant que ça. juste, de moral. Exactement. Et Exactement. donc, et donc je pense que c'est ça. Si les gens étaient au courant de la loi,
au Canada, je pense qui est unique au monde, un vide juridique qui est unique au monde sur le sujet de l'avortement. Je pense pas qu'ils utiliseraient cet argument-là. Pas du tout. Non, tout à fait. Maintenant, on a passé à travers les trois premières questions. La quatrième, la position anti-avortement, la position pro-vie, c'est pas juste des religieux rétrogrades qui veulent imposer leur point de vue aux autres. Est-ce que c'est juste des religieux qui sont pro-vie, en fait? Donc, je pense qu'il faut pas être aveugle et il faut être en mesure de voir un peu la réalité. C'est que c'est vrai que euh, l'Église ou le Christ- les doctrines religieuses, les institutions religieuses, on dirait que c'est les derniers remparts. C'est les dernières grosses institutions qui se mobilisent contre l'avortement. Mais je ne vois pas en quoi c'est un argument pour l'avortement. C'est-à-dire, il y avait des époques où les chrétiens ont été comme le fer de lance de mouvements pour défendre la dignité humaine. Ouais, c'est Et ça. aujourd'hui, 2000 ans plus tard, même les non-chrétiens applaudissent qu'est-ce que les chrétiens ont fait dans le monde païen, tous les progrès qui ont été faits pour le statut de la femme au Moyen Âge versus l'Antiquité, tout euh, le changement anthropologique qui s'est produit. Je pense que c'est une question fondamentalement morale, et la morale corrèle avec la vision du monde plus large, plus fondamentale qu'on a. Mais je pense pas nécessairement que les arguments pro-vie dépendent d'une croyance religieuse quelconque. Ouais. Je pense que euh, à partir du moment où on est d'accord que la vie humaine est intrinsèquement valable et intrinsèquement digne, et qu'on reconnaît les faits établis par la biologie, je pense qu'on n'importe quelle personne, qu'elle soit croyante ou non, va être d'accord avec la position pro-vie. Ah, tout à fait. D'ailleurs, il y a des groupes américains, Atheists for Life, puis, etc. Moi, je pense que c'est un problème de vertu avant d'être un problème de religion. Pourquoi? Parce que l'athée vertueux va effectivement militer peut-être pour la préservation de son pays, la préservation de sa ville et du mariage aussi, parce qu'il va voir le bienfait et finalement la vie humaine. Il va voir tout le désordre que cause l'avortement dans sa nation, puis il va militer pour ça. Tu sais, moi, je pense que c'est un problème de vertu avant tout. Puis la personne qui va à l'encontre de la vertu, qu'elle soit chrétienne ou non, parce qu'il y a des gens qui se disent chrétiens qui sont pro-avortement, ben, si on suit l'égoïsme, si on suit le repli sur soi, si on suit la haine sans pardon, ben, on va être pro-avortement, en fait. Fait que c'est ça. Je pense que c'est ça. Puis aussi, comme tu l'as souligné, ce que je dirais, ce que j'aimerais dire, c'est que, ben, en fait, quand on regarde sur le plan, toute catégorie confondue des luttes de justice, ben, c'est plate à dire, mais les catholiques, on est au front de tout, en fait. On s'occupe de tout. Si on regarde la défense des personnes âgées, qui sont là? Les mouvements catholiques. Si on regarde la défense des pauvres, qui est là? Mouvement catholique. Préservation des nations, qui est là? Mouvement catholique. C'est que les catholiques, on n'est pas des zombies payeurs d'impôts qui pensent que notre, notre, notre vie tourne alentour de se réveiller le matin, aller travailler, enrichir un autre homme, gaspiller notre paye dans les passions, n'importe quoi, aller se recoucher, puis ça, c'est notre vie. Non, on veut mettre une beauté, on veut mettre une harmonie dans le monde, puis on se donne, on se sacrifie pour les autres. Et la vertu, c'est de se lever et d'aller défendre la vie des plus vulnérables. Peu importe qui ils sont, leur âge, leur sexe, leur religion, on doit défendre la vie humaine parce que c'est un être humain. Donc la vertu veut ça, en fait. Donc, c'est ça. Oui, on est surreprésenté dans le mouvement pro-vie, mais on est surreprésenté dans tous les mouvements où il y a une vraie justice à aller chercher. On est surreprésenté quand il y a une catastrophe environnementale. Les catholiques, on est surreprésentés. Mais là, on ne voit pas les gauchistes aller chialer. Ah, pourquoi au tremblement de terre aux Philippines, vous étiez tous là? Ben, c'est le devoir qui nous appelle, mon homme. Et c'est le devoir qui nous appelle à préserver le mariage, à préserver la vertu, à préserver la vie des plus vulnérables. C'est ça. Ah, voilà. Dernière question, la cinquième. On est déjà 8 milliards sur la planète.
l'avortement, ça serait pas finalement une bonne chose pour éviter une catastrophe ou même un mal environnementale nécessaire. ou peu importe. Ouais, c'est ça, un mal nécessaire pour préserver un film de Mel Gibson sur l'apocalypse en vrai, là. Vous savez, en 1968, il y a un livre qui a été écrit par Paul Ehrlich et sa conjointe, dont j'oublie le nom présentement, mais ça s'appelait The Population Bomb en anglais. Ah, c'est pas lui qui avait fait une gageure avec un de ses amis qu'on allait manquer de ressources? Est-ce que c'est ça? Ah, c'est lui, ça? C'est très possible. C'est connu en français sous le nom de la bombe P. Je sais pas si tu es familier avec Je suis pas mal sûr que c'est cette ça. idée-là. Il a fait une gageure qu'en l'an 2000, on allait manquer de ressources, et etc. Et son ami avait dit non, non, c'est tout le contraire. Puis il avait gagé 100 ou 200 piastres, quelque chose, tu sais, des trucs comme ça. Et puis, Mhm. bon, il était obligé de payer. Donc, et Paul Ehrlich, c'est ça. Comme tu viens de le dire, il a fait des prédictions assez catastrophiques pour l'humanité dans les années, fin des années 60. Il prédisait que dès les années 70, on allait voir des centaines de millions de morts de faim. Ben, On ça, on appelle allait, ça le communisme, là. on C'était allait pas à cause de voir l'environnement. Excuse-moi. on, Il on allait, il y avait une partie de vrai dans ce qu'il disait, c'était juste pas le bon sujet. il n'a pas identifié la bonne cause. Euh, il a fait cette prédiction-là que la mortalité mondiale, le taux de mortalité allait drastiquement monter à cause tout simplement d'une surabondance d'êtres humains. Qu'en fait, la croissance démographique, c'était comme un cancer qu'il fallait éradiquer. Et euh, force est de constater qu'il avait tort parce que la faim a baissé en chiffres absolus depuis la période où Paul Ehrlich a écrit le livre. Et la population, toujours en nombre absolu, a explosé. Donc, c'est pas seulement que la faim a baissé proportionnellement, elle a baissé absolument. C'est complètement, c'est assez impressionnant qu'est-ce que les révolutions agricoles, qu'est-ce que la technologie dans le milieu de la production de nourriture a réussi à faire dans le dernier siècle. Et je pense que c'est ça, ça vient vraiment de cette notion malthusienne, cet économiste-là du 18e siècle qui avait fait pour la première fois ce genre de prédiction-là. C'est tout simplement une théorie qui est dépassée sur le plan académique. Vous savez, moi, j'étais au Cégep du Vieux-Montréal, et il n'y a pas si longtemps que ça. Et le Cégep du Vieux-Montréal, ce n'est pas exactement le Cégep le plus réputé pour être partisan de pousser un agenda qui est qui est très favorable aux familles Ouais. au conservatisme. Donc voilà, c'est pas. Et mes cours et les cours de démographie que j'ai eu là-bas, on nous enseignait un principe qui est assez fondamental pour comprendre l'époque actuelle, c'est le principe de la transition démographique. Qu'est-ce qui arrive, c'est que euh, ce modèle-là, qui a remplacé l'ancien modèle malthusien, ce modèle-là nous dit que pour toute l'histoire de l'humanité, on avait une démographie traditionnelle, c'est-à-dire une mortalité haute et une natalité très haute aussi. Et donc une population stable, parce que les deux s'équivalaient. Avec les innovations technologiques comme La la vaccination, réfrigération. le vaccin, la pasteurisation, l'hygiène, euh, la mortalité, par exemple au Québec, dans les 100 dernières années, s'est effondrée. Donc là, on voit la mortalité, on voit la natalité et la mortalité. La mortalité baisse, mais la natalité continue à rester haute pendant une certaine période de temps. Et à ce moment-là, la population explose. Donc, on observe, par exemple, en Afrique, qui a explosé en population dans les 100 dernières années. On voit le Québec qui a énormément augmenté. Euh, on a vu l'Inde. Mais partout, dans tous ces endroits-là, on a vu un ralentissement de la natalité. Pourquoi? Parce que la natalité, après que la mortalité s'est effondrée, commence à rejoindre vers le bas. Et ça, c'est un phénomène assez inquiétant, parce que si on projette vers l'avenir, c'est la disparition de l'humanité qu'on est en train d'entrevoir.
Donc, partout dans le monde, alors que les pays traversent leur développement industriel, se sortent, heureusement, se sortent de la pauvreté et ont moins de mortalité infantile. On observe aussi, par contre, que quelques années plus tard, ils commencent à être en déficit de natalité. Donc, et même les projections de l'ONU nous disent qu'en 2100, 97% des pays vont avoir un indice de fécondité en deçà du taux de remplacement. C'est-à-dire que essentiellement partout sur Terre, les êtres humains ne vont pas faire suffisamment d'enfants pour remplacer la vieille génération. Tout à fait, mais au Québec, je pense que c'est déjà Et c'est enclenché déjà le cas. depuis longtemps. Pour C'est ceux déjà le qui cas depuis connaissent un plusieurs peu, décennies. ben oui, pour ceux qui connaissent un peu le Québec, on se promène et puis on voit que des personnes en jeu, en fait. On va au supermarché, il y a presque pas d'enfants et on fonce droit vers le mur, là. Moi aussi, je suis d'accord avec toi, là, c'est tout à fait le contraire. Et c'est pas une On est question dans une d'opinion, crise c'est juste démographique les données. incroyable. C'est Ouais, c'est ça. pas une On question dit on est d'opinion, 8 c'est milliards, oui, mais attends, on est 8 milliards, mais il y a peut-être 3 milliards de personnes là, qui sont pas en âge d'avoir des enfants, en veulent pas ou peu importe. Ça, dans 30 ans, on est 8 milliards. Les projections, je pense, c'est peut-être 9 milliards, 10 milliards, là, gros maximum. Là, je sais pas, j'ai pas les chiffres exacts, mais on va atteindre un pic de population et puis un déclin. ouais, Et on tout n'a à fait. aucune idée comment remonter le taux de natalité à un taux qui est suffisant après avoir fait la transition Ouais. démographique. De toute façon, Donc, ouais, même s'il n'y aurait pas cette crise démographique-là, parce que on est dans une crise démographique, ouais. on n'a qu'à prendre l'avion, en fait, et voir la quantité phénoménale de terres inoccupées. Je pense qu'au Canada, c'est quelque chose comme 13% du territoire qui est juste inoccupé, inexploité, rien. Tu sais, on peut parler peut-être pour l'Inde, la Chine, là, tu sais, OK, eux, je sais pas, là. Mais au Québec, là, je suis désolé, mais le mythe de la surpopulation, c'est vraiment pas une excuse pour pas avoir d'enfants. Au contraire, on a le devoir d'en faire si on aime notre nation, puis si on aime quelque chose de plus grand que soi, comme sa famille. Donc, mais c'est ça. Et même sur le plan mondial, c'est un problème, la dénatalité. Et donc, même si, et là, en passant, même s'il y avait un problème de surpopulation, tuer des personnes, des êtres humains déjà existants, ce n'est pas Non, non, une ça serait option pas la morale. solution, tout à fait. Mais tu sais, Mais quand même, juste la prémisse de cet argument-là est fausse. Juste le ouais. présupposé de cet argument-là est complètement faux. C'est depuis plusieurs années reconnu par l'Académie, par les démographes, par toutes les sciences humaines. On se dirige vers un déclin de la population. Et ça, c'est un problème qui est très grave et on ne sait pas encore comment le régler. Donc, c'est un peu l'ouverture peut-être on pourrait laisser pour cette vidéo-là. C'est vraiment le problème inverse qui, qui, euh, qui Qui est arrive en à train. prendre Ouais, c'est corps. ça. Non, tout à fait, tout à fait. Puis comme j'ai dit, même la population qu'on a en ce moment, c'est pas une population réelle, en fait, vivante. C'est un 8 milliards moribond, en fait. C'est pas une population qui a des taux de mariage forts. C'est une population qui est vieillissante, qui est fatiguée, c'est pas, qui a pas de joie de vivre aussi, là. On n'a qu'à aller au supermarché pour voir, tout le monde est fâché, tout le monde veut se dépasser, se dépasser dans le fil. Il y a plus de joie, il y a plus de famille, plus d'enfants. On est en pleine crise démographique sérieuse, en fait, là. Tout à fait. OK, Philippe, c'est très intéressant. Je ne sais pas si tu as un mot de la fin ou un petit quelque chose que tu voulais rajouter. Non, non, je pense je te remercie de m'avoir invité et je pense que notre conversation a été quand même intéressante. J'espère que des gens vont pouvoir avoir des éléments de réflexion ou des informations supplémentaires. Je pense que l'avortement, c'est un enjeu crucial pour notre temps parce on a rarement dans l'histoire autant parlé de droits humains, parlé de la dignité humaine de chaque individu, peu importe sa condition, peu importe son âge, peu importe sa taille, son revenu, sa race, peu importe son origine. Et les gens, bizarrement, il y a une corrélation. Les gens qui sont très pro-choix, souvent sont très d'accord avec ce que je suis en train de dire. Affirment cette dignité-là, cette dignité humaine universelle. Et pourtant,
alors qu'on n'en a jamais autant parlé, on n'a jamais été aussi hypocrite parce que on défend l'avortement comme un droit fondamental il suffit de juste avoir accès aux informations de base de la biologie pour s'apercevoir de, 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 de la crise que ça constitue Ouais, et tout à fait. une crise de droits humains que ça constitue. Ouais, ils sont en faveur des droits humains tant que ça affecte pas l'amour qu'ils ont pour eux-mêmes, tu sais. Dès que ça implique un petit sacrifice, un geste de vertu, peu importe, là, ils décrochent. Mais bref, ouais. Je voulais vous dire aussi, merci d'avoir écouté la vidéo. J'espère sincèrement que ça vous a aidé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire. N'hésitez pas à écrire à Philippe d'Action Vitale ou à m'écrire en commentaire ou en privé ou peu importe. Si vous voulez débattre aussi, si vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'on vient de dire et vous voudriez avoir une conversation amicale, charitable, en live, ou on a un échange intellectuel, d'arguments et peu importe, ben, ça va nous faire plaisir, autant à Philippe que moi, peut-être plus moi. Mais contactez-moi et puis on va organiser cette discussion-là. Et puis à tous les autres, j'espère que ça vous a grandement aidé. Et je vous dis à la prochaine. Merci beaucoup, Philippe. Merci beaucoup, Nicolas.